Les jumelles de Marcel tremblèrent dans ses mains vieillies lorsque l'impossible apparut au milieu des vagues déchaînées, un étalon noir nageant à plus de 200 km de toute terre. Ce qu'il prit d'abord pour un miracle allait révéler une vérité ancestrale enfouie dans les profondeurs marines, capable de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir du monde. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La lumière matinale se reflétait sur les eaux calmes du golfe de Gascogne, tandis que Marcel Dupont ajustait sa casquette de marin usée. À 67 ans, cet ancien pêcheur de Saint-Jean-de-Luz gardait l'habitude de partir en mer chaque matin, même si ses filets restaient désormais rangés dans sa petite maison bleue du port. Son visage buriné par des décennies de soleil et d'embrun marin se plissait en regardant l'horizon. Cette routine quotidienne était son refuge depuis la mort de sa femme Élise, 3 ans auparavant. « Encore une belle journée !» murmura-t-il en actionnant le moteur de son petit bateau, le Vagabond. Le vrombissement familier brisa le silence de l'aube et Marcel S. éloigna lentement du quai. Autour de lui, le petit port S éveillait à peine, quelques pêcheurs préparant leurs embarcations pour la journée. Marcel avait prévu d'aller jusqu'à son coin préféré, à environ 15 km de la côte, où il aimait jeter sa ligne, sans vraiment se soucier de ramener du poisson. C était plus une excuse pour être seul avec ses pensées, bercé par le mouvement des vagues. Mais ce jour-là serait différent des autres. Ce jour-là changerait sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Après 1 heure de navigation, Marcel coupa le moteur et laissa son bateau dériver doucement. Il sortit sa thermos de café et se servit une tasse fumante. Le silence N était troublé que par le clapotis des vagues contre la coque et les cris occasionnels des mouettes. C'est alors qu'il aperçut quelque chose de étrange à environ 100 mètres de son embarcation, une tache sombre qui se déplaçait dans l'eau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Marcel plissa les yeux, pensant d'abord à un dauphin ou peut-être un phoque égaré. Mais au fur et à mesure que la forme se rapprochait, son cœur se mit à battre plus fort. Ce n'est pas possible. Il saisit ses jumelles et les porta à ses yeux. La vision qui s'offrit à lui le laissa sans voix. Un cheval. Un cheval noir nageait en pleine mer, à plus de 200 km de toute côte. Marcel se frotta les yeux, croyant à une hallucination. Mais non, C était bien réel. « Mon Dieu !» souffla-t-il, incrédule. Sans hésiter, il redémarra le moteur et se dirigea lentement vers l'animal. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait distinguer les efforts désespérés du cheval pour maintenir sa tête hors de l'eau. Ses mouvements étaient lents, épuisés, comme s'il luttait depuis des heures, peut-être des jours. « Doucement, mon beau, doucement !» murmura Marcel en manœuvrant son bateau avec précaution pour ne pas effrayer l'animal déjà paniqué. Le cheval tourna légèrement la tête vers lui et Marcel vit dans ses yeux quelque chose qui le bouleversa. Un mélange de peur, d'épuisement, mais aussi une étincelle de vie qui refusait de s'éteindre. Cela lui rappela instantanément Tonnerre, le cheval qu'il avait eu dans sa jeunesse, avant que la vie ne l'entraîne vers la mer. « Je vais t'aider !» promit-il, même si l'animal ne pouvait comprendre ses mots. Marcel réduisit encore la vitesse de son bateau, puis l'arrêta complètement à quelques mètres du cheval. Il sortit une corde de rangement et forma un large lasso, comme son père lui avait appris dans son enfance passée à la ferme familiale près de Bordeaux. Avec des gestes lents et précis, il lança la corde, visant le cou de l'animal. Le premier lancé échoua, la corde tombant à côté du cheval qui écarta nerveusement. « Calme-toi, mon grand, je ne te veux aucun mal », dit Marcel d'une voix douce et régulière. Au deuxième essai, la corde passa autour du cou du cheval. Marcel serra doucement, juste assez pour établir un contact sans risquer d'étrangler l'animal. Tenant fermement l'autre extrémité, il remit le moteur en marche au ralenti. « On va y aller tout doucement, je vais te ramener à terre. »
Marcel savait qu'il ne pouvait pas hisser un cheval adulte à bord de son petit bateau. La seule option était de le guider vers la côte la plus proche, une petite île à environ 5 km de leur position actuelle. Avec une patience infinie, il commença à tirer légèrement sur la corde, encourageant le cheval à nager dans la bonne direction. « Allez, mon beau, un effort, on va s'en sortir !» Le cheval sembla comprendre. Malgré son épuisement évident, il commença à nager dans la direction indiquée par Marcel. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et dans cette connexion silencieuse, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une confiance, un accord tacite entre deux êtres perdus en mer. Le temps sembla se étirer alors qu'ils avançaient lentement vers l'île. Marcel parlait continuellement au cheval, l'encourageant de sa voix rauque mais apaisante. « Continue comme ça, tu es fort. » On y est presque. Mais ce que Marcel ne savait pas encore, c'est que ce sauvetage N était que le début d'une histoire bien plus extraordinaire, car ce cheval, contre toute logique, n'aurait jamais dû se trouver là. Et sa présence en pleine mer cachait un mystère que personne n'aurait pu imaginer. Il fallut près de 2 heures à Marcel et au cheval pour atteindre les eaux peu profondes de la petite île de Bréa. À mesure qu'ils s'approchèrent du rivage, Marcel pouvait observer l'animal de plus près. C était un magnifique étalon noir, probablement un frison ou un croisement similaire, avec une longue crinière emmêlée par l'eau de mer. Son flanc gauche portait une marque étrange, comme un symbole à moitié effacé. Lorsque les sabots du cheval touchèrent enfin le fond sablonneux, Marcel sentit un soulagement immense l'envahir. L'animal tituba dans l'eau peu profonde, ses jambes tremblantes après ce qui avait dû être une épreuve interminable. Marcel sauta de son bateau, l'eau lui arrivant à la taille, et approcha l'étalon avec précaution. « C'est bien, mon grand, tu es sauvé maintenant. » Le cheval s'immobilisa, haletant, ses naseaux dilatés aspirant goulûment l'air. Puis, contre toute attente, au lieu de s'effondrer de épuisement, l'animal secoua sa crinière et émit un hennissement puissant qui résonna sur la plage déserte. Marcel recula d'un pas, surpris par cette soudaine vitalité. Le cheval le regarda droit dans les yeux, puis tourna la tête vers l'océan comme s'il cherchait quelque chose. Il hennit à nouveau, plus fort encore. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» murmura Marcel, perplexe. L'étalon fit quelques pas dans l'eau, puis s'arrêta et se retourna vers Marcel, comme s'il attendait que l'homme le suive. Ce manège se répéta 3 fois. « Tu veux retourner en mer ? C'est de la folie, tu viens d'en réchapper. » Mais le comportement de l'animal était si insistant que Marcel commença à douter. Était-il possible que ce cheval, d'une manière inexplicable, tente de lui communiquer quelque chose ? Avec hésitation, Marcel remonta dans son bateau et démarra le moteur au ralenti. Le cheval, voyant cela, s'avança à nouveau dans l'eau plus profonde et commença à nager, cette fois-ci avec une détermination renouvelée. Il prenait clairement une direction précise. « Je dois être fou !» marmonna Marcel en suivant l'animal. Ils éloignèrent de l'île, le cheval nageant avec une énergie qui semblait défier son précédent état d'épuisement. Après environ 20 minutes, Marcel aperçut quelque chose à la surface de l'eau, à environ 200 mètres de leur position. Un objet sombre qui flottait, ballotté par les vagues. En s'approchant, son cœur fit un bond dans sa poitrine. C était une petite embarcation renversée, et accrochée à sa coque, 2 silhouettes s'agitaient faiblement. « Oh mon Dieu !» souffla Marcel en accélérant. Le cheval nageait déjà vers les naufragés, comme s'il connaissait leur présence depuis le début. Marcel arriva rapidement près de l'embarcation retournée et découvrit 2 adolescents, un garçon et une fille, cramponnés désespérément à la coque. Leurs visages étaient brûlés par le soleil et leurs lèvres craquelées par la déshydratation. « Tenez bon !» cria Marcel en manœuvrant son bateau pour s'approcher d'eux. « Je vais vous sortir de là !»
Le garçon, qui semblait avoir environ 16 ans, leva un regard incrédule vers Marcel. « Le cheval. Vous avez trouvé le cheval » murmura-t-il d'une voix rauque. Marcel s'arrêta net dans ses préparatifs de sauvetage. « Vous connaissez ce cheval » La fille, plus jeune, peut-être 13 ou 14 ans, hocha faiblement la tête. « Espoir. » « Il s'appelle Espoir. » Avec précaution, Marcel aida d'abord la jeune fille à monter à bord, puis le garçon. Ils s'effondrèrent sur le pont, épuisés mais vivants. Marcel leur donna immédiatement de l'eau, qu'ils burent avidement. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en enveloppant la fille dans une couverture. « Je suis Sophie Mercier » répondit-elle. « Et lui, c'est mon frère, Thomas. » Que s'est-il passé ? « Comment vous êtes-vous retrouvés ici ?» Thomas, qui semblait reprendre quelques forces, s'assit péniblement. « Les inondations à Belle-Île-en-Mer. Notre maison a été emportée il y a presque 2 semaines. Nous nous sommes réfugiés sur le petit bateau de notre père, mais une vague l'a retourné. » Marcel connaissait ces inondations. Elles avaient fait la une des journaux. Une catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent qui avait dévasté plusieurs villages côtiers. « Et le cheval ?» demanda-t-il, regardant elle, étalon noir, qui nageait maintenant calmement à côté du bateau, comme s'il montait la garde. « Espoir appartient au centre équestre où je travaille », expliqua Sophie, sa voix s'animant légèrement. « Quand les eaux ont commencé à monter, tous les chevaux ont été libérés. La plupart ont fui vers les collines, mais Espoir a été emporté par le courant. Je l'ai vu disparaître dans les flots. » Marcel regarda l'animal avec un émerveillement renouvelé. « Et il vous a retrouvé en pleine mer ?» Thomas hocha la tête. « Il est apparu il y a 3 jours. On était à bout de force. Il a nagé jusqu'à nous et est resté. C était comme s'il nous protégeait. Il partait parfois pendant quelques heures, puis revenait toujours. Il cherchait de l'aide, murmura Marcel, comprenant soudain. Et aujourd'hui, il m'a trouvé. » Le cheval, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, émit un doux hennissement. Ses yeux intelligents passèrent de Marcel aux enfants, puis vers l'horizon, comme s'il avait accompli sa mission. La réalité de ce qui venait de se produire frappa Marcel avec la force d'une vague. Ce N n'était pas lui qui avait sauvé le cheval. C était le cheval qui l'avait trouvé, qui l'avait guidé pour sauver ses enfants. Marcel décida de ramener tout le monde à Saint-Jean-de-Luz plutôt que sur la petite île de Bréhat. Les adolescents avaient besoin de soins médicaux et son village disposait d'un centre hospitalier. Le problème restait Espoir. Comment ramener un cheval qui nageait en pleine mer ? « Mais il nous suivra », affirma Sophie avec une conviction tranquille qui surprit Marcel. « Il ne nous abandonnera pas maintenant. » Et effectivement, tandis que Marcel dirigeait son bateau vers la côte, elle et Talon Noir nageaient à leur côté. Maintenant un rythme régulier qui défiait toute logique après tant d'épreuves. De temps en temps, Marcel ralentissait pour s'assurer que l'animal tenait le coup, mais Espoir continuait, imperturbable. « Comment est-ce possible ?» demanda Marcel à Thomas, qui observait le cheval avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Un cheval ne peut pas nager aussi longtemps, sur de telles distances. » Thomas secoua la tête. « Espoir a toujours été différent. Au centre équestre, notre moniteur disait qu'il n'avait jamais vu un cheval avec une telle endurance. Et il est intelligent, tellement intelligent. Plus intelligent que la plupart des humains que je connais, ajouta Sophie avec un faible sourire. Le voyage de retour prit plusieurs heures. Marcel avait contacté les gardes-côtes par radio pour les informer de la situation et une équipe médicale attendait au port. Quand ils approchèrent enfin de la côte, Espoir commença à montrer des signes de fatigue. Ses mouvements devenaient plus lents, plus laborieux. « Il n'y arrivera pas », s'inquiéta Sophie, les larmes aux yeux. « Il a trop donné. » Marcel réfléchit rapidement. Ils étaient encore à environ 1 kilomètre du port, mais ils longeaient maintenant une plage isolée à écart du village. « On va s'arrêter ici », décida-t-il. « Espoir pourra sortir de l'eau et nous appellerons du renfort. »
Il dirigea son bateau vers le rivage, s'approchant autant que possible avant que la faible profondeur ne l'oblige à jeter l'ancre. Espoir, comprenant visiblement l'intention, changea de direction pour nager vers la plage. Marcel aida les adolescents à descendre du bateau. L'eau leur arrivait à la poitrine, mais Thomas semblait avoir retrouvé assez de force pour soutenir sa sœur. Ensemble, ils avancèrent péniblement vers la plage où Espoir venait de émerger de l'eau. Elle, les talons noirs, se tenait sur le sable, ses jambes tremblantes, son corps magnifique secoué de frissons. Ilès ébroua, projetant une pluie d'eau salée autour de lui, puis s'effondra sur le flanc. « Espoir !» cria Sophie en se précipitant vers lui, oubliant momentanément sa propre faiblesse. Marcel et Thomas la suivirent. Arrivés près du cheval, ils constatèrent qu'il respirait toujours, mais son souffle était rapide et superficiel. Ses yeux, mi-clos, reflétaient un épuisement total. « Il a besoin d'un vétérinaire, immédiatement !» dit Marcel en sortant son téléphone portable, qu'il avait heureusement gardé dans un sac étanche. Pendant qu'il appelait les secours, Sophie s'agenouilla près de la tête d'Espoir et commença à lui parler doucement, caressant son encolure trempée. « Tu as réussi, Espoir. Tu nous as tous sauvés. Maintenant, c'est à notre tour de te sauver. » Thomas s'approcha de Marcel qui venait de raccrocher. « Ils arrivent ?»« Oui, une ambulance pour vous deux et un vétérinaire pour Espoir. Ils seront là dans 20 minutes environ. » Thomas hocha la tête, puis regarda autour de lui, semblant réaliser seulement maintenant qu'ils étaient revenus sur la terre ferme. « Nos parents, ils doivent nous croire morts. » Marcel posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Les gardes-côtes vont contacter les autorités de Belle-Île. Vos parents seront prévenus immédiatement. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Thomas, le premier signe d'émotion qu'il s'autorisait depuis leur sauvetage. « Merci, » murmura-t-il. « Sans vous et Espoir. » Marcel secoua la tête. « C'est Espoir qui a fait tout le travail. Je n'étais qu'un outil dans son plan. » Cette réflexion le frappa soudain par son absurdité. Un cheval avec un plan? Et pourtant, comment expliquer autrement ce qui était passé? L'animal les avait délibérément menés aux enfants naufragés, comme s'il avait calculé chaque mouvement. Ils attendirent en silence, Sophie continuant à murmurer des encouragements à Espoir qui semblait lutter pour rester conscient. Le soleil commençait à décliner lorsque le son des sirènes leur parvint. En quelques minutes, la plage tranquille se transforma en scène d'urgence. Ambulanciers, vétérinaires, gardes-côtes et même quelques journalistes locaux qui avaient intercepté les communications radio envahirent l'espace. Sophie et Thomas furent rapidement pris en charge par les ambulanciers, tandis qu'une équipe vétérinaire s'activait autour d'Espoir. Marcel se tenait un peu à l'écart, observant la scène avec un sentiment étrange, comme s'il assistait à un rêve éveillé. Un garde-côte s'approcha de lui. « Monsieur Dupont ? Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qui s'est passé ?» Marcel regarda l'homme, puis reporta son attention sur Espoir que les vétérinaires perfusaient maintenant. « Comment expliquer l'inexplicable ? C'est une longue histoire, » commença-t-il. « Et je ne suis pas sûr que vous allez la croire. » Le garde-côte sortit un carnet. « Essayez toujours. » Marcel prit une profonde inspiration. À cet instant, le regard d'Espoir croisa le sien, et dans ses yeux d'un noir profond, il crut lire un message silencieux. « Raconte-leur. Ils doivent savoir. » L'histoire de Marcel, Sophie, Thomas et surtout d'Espoir fit la une des journaux dès le lendemain. Le cheval miracle, un l'aile étalon héros, un sauvetage extraordinaire en mer. Les titres rivalisaient de superlatifs pour décrire l'incroyable odyssée. Des équipes de télévision nationale affluèrent à Saint-Jean-de-Luz, transformant le paisible village de pêcheurs en centre médiatique improvisé. Marcel, peu habitué à l'attention, se retrouva projeté sous les projecteurs. Assis dans le petit salon de sa maison face à une journaliste de France 2,
Il répétait son récit pour la énième fois. « Non, je n'avais jamais vu ce cheval auparavant », expliqua-t-il patiemment. Il était simplement là, au milieu de l'océan, luttant pour sa survie. « Et vous maintenez qu'il vous a délibérément conduit vers les enfants naufragés ?» insista la journaliste, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Marcel soupira. « Je sais que ça paraît fou, mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé. » Ce cheval savait ce qu'il faisait. À l'hôpital local, Sophie et Thomas recevaient des soins pour déshydratation et exposition prolongée au soleil, mais leur état général était remarquablement bon, compte tenu des circonstances. Les médecins parlaient même d'un miracle médical. Après presque 2 semaines en mer, ils auraient dû être dans un état bien plus critique. « Cet espoir », répétait Sophie à chaque médecin ou infirmière qui s'étonnait de leur résilience. « Il nous a gardés en vie. » Pendant ce temps, Espoir avait été transporté dans une clinique vétérinaire équine à Bayonne. Son état était préoccupant, déshydratation sévère, épuisement extrême et plusieurs lésions cutanées dues au sel et au soleil. Les vétérinaires étaient stupéfaits qu'il ait survécu. D'après nos estimations, ce cheval a nagé plus de 250 km, expliqua le docteur Claire Fontaine, vétérinaire en chef, lors d'une conférence de presse improvisée. C'est physiologiquement impossible pour un équidé normal. Nous n'avons aucune explication scientifique. Au 3e jour suivant le sauvetage, les parents de Sophie et Thomas arrivèrent enfin à Saint-Jean-de-Luz. Marie et Philippe Mercier avaient passé 2 semaines dévastatrices à chercher leurs enfants, refusant d'abandonner malgré les conseils des autorités. Les retrouvailles à l'hôpital furent déchirantes. Un mélange de larmes, d'étreintes désespérées et de rires incrédules. « Nous n'avons jamais perdu espoir », sanglota Marie en serrant ses enfants contre elle. « C'est justement espoir qui nous a sauvés, maman », répondit Sophie avec un sourire fatigué. Ce même jour, Marcel se rendit à la clinique vétérinaire pour prendre des nouvelles d'Espoir. Il fut surpris d'y trouver déjà les Mercier. Monsieur Dupont l'accueillit Philippe en lui serrant vigoureusement la main. « Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Je vous l'ai dit, c'est Espoir le véritable héros, » répondit Marcel, gêné par cette gratitude qu'il estimait ne pas mériter. Ensemble, ils entrèrent dans le box où Espoir se reposait. Les talons étaient couchés sur un épais tapis de paille, des perfusions reliées à son encolure. À leur entrée, il releva faiblement la tête, ses yeux s'animant soudain en reconnaissant Sophie. La jeune fille s'approcha lentement et s'agenouilla près de lui. « Hey, mon brave !» murmura-t-elle en caressant son museau. « Tu vas mieux ?» Espoir hennit doucement, comme pour répondre. Le docteur. Fontaine, qui les avait accompagnés, consulta le dossier accroché à la porte du box. Son état s'améliore, mais lentement. Il a subi un traumatisme physique extrême. Va-t-il s'en remettre complètement ? Demanda Marcel, surpris par l'intensité de sa propre inquiétude pour cet animal qu'il connaissait à peine. La vétérinaire hésita. Il est trop tôt pour le dire avec certitude. Mais c'est un combattant, ça se voit. Sophie se tourna vers ses parents. Qu'est-ce qui va lui arriver après ? Le centre équestre a été complètement détruit par les inondations. Marie et Philippe échangèrent un regard. « Nous avons perdu notre maison aussi, » dit doucement Philippe. « Nous allons devoir reconstruire notre vie ailleurs. » Un silence pesant s'installa dans le box. L'avenir d'Espoir semblait aussi incertain que celui de la famille Mercier. C'est alors que Marcel s'entendit dire, presque malgré lui, « J'ai un terrain derrière ma maison, pas très grand, mais suffisant pour un cheval, et la plage est juste à côté pour les promenades. » Tous les regards se tournèrent vers lui, surpris. « Vous proposez de garder Espoir ?» demanda Marie, incrédule. Marcel haussa les épaules, soudain embarrassé. « Ce n'est qu'une idée, je vis seul, j'ai du temps, et après ce qu'il a fait… » Sophie se leva d'un bond et se jeta dans les bras de Marcel, le prenant au dépourvu. « Oh, merci, merci !» s'écria-t-elle. «
Je viendrai l'aider tous les jours, je vous le promets. » « Tous les jours ?» Marcel fronça les sourcils. « Mais vous n'habitez pas ici. » Philippe posa une main sur l'épaule de Marcel. « En fait, nous cherchions justement où nous réinstaller. Et il se trouve que Saint-Jean-de-Luz me semble soudain être un excellent choix. » Espoir est né à nouveau, plus fort cette fois, comme pour approuver cette décision. Et pour la première fois depuis des années, Marcel Dupont sentit son cœur s'emplir d'une chaleur qu'il croyait perdue à jamais. 2 semaines s'écoulèrent avant qu'Espoir ne soit jugé suffisamment rétabli pour quitter la clinique vétérinaire. Pendant ce temps, Marcel S. était affairé à transformer le petit terrain derrière sa maison en un espace adapté pour accueillir un cheval. Avec l'aide de Philippe Mercier et de quelques pêcheurs du village curieux de participer à cette aventure inhabituelle, il avait construit un modeste abri en bois et clôturé le périmètre. « Tu crois que ça lui suffira ?» demanda-t-il à Sophie, qui supervisait les travaux avec l'autorité d'une experte, malgré ses 14 ans. La jeune fille contempla l'espace, le regard critique. « Ce n'est pas le grand luxe d'un centre équestre, mais Espoir n'est pas un cheval ordinaire. Je pense qu'il sera heureux ici, près de la mer. » Le jour du transfert, une petite foule était rassemblée devant la maison de Marcel. Les médias avaient finalement quitté le village, mais l'histoire du cheval miraculeux continuait de fasciner la population locale. Chacun voulait apercevoir l'extraordinaire animal dont tout le monde parlait. Le van vétérinaire arriva en milieu d'après-midi. Quand les portes arrière s'ouvrirent, Espoir apparut, encore amaigri mais le regard vif. Il descendit lentement la rampe, reniflant l'air marin avec ce qui ressemblait à du plaisir. Puis son regard se posa sur Marcel, et l'ancien pêcheur aurait juré que le cheval l'avait reconnu immédiatement. « Bienvenue chez toi, mon grand », dit-il en s'approchant pour caresser l'encolure du cheval. Espoir frotta doucement sa tête contre la poitrine de Marcel, provoquant des murmures émerveillés parmi les spectateurs. Ce geste d'affection semblait si délibéré, si humain. Sophie guida le cheval vers son nouvel enclos, lui montrant son abri, son abreuvoir et la petite mangeoire que Marcel avait soigneusement installée. Espoir inspecta chaque élément, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'on lui présentait. « Il est vraiment spécial, n'est-ce pas ?» murmura Thomas à Marcel, alors qu'ils observèrent la scène. « Plus que tu ne peux l'imaginer, » répondit Marcel. Pendant que vous étiez à l'hôpital, j'ai fait quelques recherches sur l'élevage d'où il vient. Tu savais qu'Espoir est né pendant une tempête? La foudre a frappé l'écurie au moment exact de sa naissance. Thomas haussa les sourcils. Sophie ne m'avait jamais raconté ça. Peut-être qu'elle ne le sait pas. J'ai parlé avec l'ancien propriétaire du centre équestre. Il m'a dit que dès son plus jeune âge, Espoir montrait des capacités exceptionnelles. Une intelligence hors norme, une endurance incroyable et surtout une affinité particulière avec les enfants en difficulté. La soirée venue, après que la foule se fut dispersée et que les Merciers furent retournés à leur logement temporaire, Marcel resta seul avec Espoir. Assis sur un petit tabouret à l'entrée de l'abri, il observait le cheval qui broutait paisiblement l'herbe de son enclos. « Qu'est-ce que tu es vraiment ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'animal. À sa grande surprise, Espoir releva la tête et s'approcha, ses yeux profonds fixés sur Marcel. Il s'arrêta devant lui et inclina légèrement la tête, comme s'il tentait de comprendre la question. « Je sais que tu n'es pas un cheval ordinaire, » continua Marcel, sentant une étrange absence de gêne à parler ainsi à un animal. « Aucun cheval normal n'aurait pu faire ce que tu as fait. » Espoir souffla doucement par ses naseaux, son regard ne quittant pas celui de Marcel. L'ancien pêcheur se sentit transpercé par ce regard, comme si l'animal pouvait voir directement dans son âme. « Tu me rappelles, Tonnerre, mon cheval d'enfance, » avoua-t-il. « Je l'aimais plus que tout. Quand il est mort, j'ai quitté la ferme pour ne jamais y revenir. »
Je me suis tourné vers la mer, pensant qu'elle ne pourrait jamais me trahir comme la terre l'avait fait. Le cheval s'approcha encore, jusqu'à ce que son museau effleure la joue de Marcel. Ce contact, doux et chaleureux, fit monter des larmes aux yeux du vieil homme. Et maintenant, après toutes ces années, c'est la mer qui te ramène à moi. Comme un cadeau. Ou peut-être une seconde chance. Dans les jours qui suivirent, la routine s'installa naturellement. Sophie venait chaque matin avant l'école pour s'occuper d'Espoir, le brosser et vérifier son état. Marcel prenait le relais dans la journée, puis Thomas rejoignait souvent le vieil homme en fin d'après-midi pour une promenade sur la plage avec le cheval. Ces moments devinrent précieux pour Marcel. Thomas, initialement réservé, commença à se confier sur le traumatisme qu'il avait vécu lors des inondations, sur la terreur de ses jours passés en mer, persuadé que la mort était imminente. « J'ai cru qu'on allait mourir », admit-il, un soir, alors qu'il regardait Espoir galoper librement sur le sable humide. « Je devais rester fort pour Sophie, mais au fond, j'avais perdu tout espoir. Jusqu'à ce qu'Espoir vous trouve », compléta Marcel. Thomas hocha la tête. C'est étrange, mais dès qu'il est apparu, j'ai su que nous allions nous en sortir, comme si sa présence était une garantie. Marcel observa le cheval qui, était arrêté au bord de l'eau, fixant l'horizon comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Tu crois qu'il cherche d'autres personnes à sauver ?» demanda-t-il à mi-voix. Thomas suivit son regard. « Je ne sais pas, mais parfois, je me demande s'il est vraiment juste un cheval. » Ce sentiment, Marcel le partageait de plus en plus, car chaque jour qui passait apportait de nouvelles preuves qu'Espoir possédait une conscience et une intelligence qui défiaient toute explication rationnelle. Un mois après l'arrivée d'Espoir, la maison de Marcel était devenue le point central d'une nouvelle communauté. Les Mercier avaient trouvé un petit appartement à louer dans le village en attendant de reconstruire leur vie. Philippe avait obtenu un poste à la mairie locale, tandis que Marie, ancienne institutrice, avait été rapidement recrutée par elle, école du village. Sophie et Thomas étaient intégrés à leur nouvelle école, leur statut de miraculés leur conférant une certaine célébrité auprès de leurs camarades. Mais c'est autour d'Espoir que tout gravitait. Chaque soir, des habitants venaient assister aux promenades du cheval sur la plage. Des enfants apportèrent des carottes et des pommes, que le cheval acceptait avec une gentillesse princière. On chuchotait que toucher sa crinière portait bonheur, et certains affirmaient même que leur douleur chronique s'atténuait après avoir passé quelques minutes en sa présence. Un samedi matin, alors que Marcel préparait le petit déjeuner, on frappa vigoureusement à sa porte. En ouvrant, il se trouva face à Madame Beaufort, représentante des services vétérinaires départementaux, accompagnée de 2 hommes en uniforme. « Monsieur Dupont », commença-t-elle d'un ton officiel, « nous sommes ici pour inspecter les conditions de détention de L. l'équidé connues sous le nom d'Espoir. » Marcel fronça les sourcils. « Une inspection. » « Pourquoi ? Nous avons reçu plusieurs signalements concernant un cheval gardé dans un espace inadapté, sans les autorisations nécessaires. » « Des signalements ? De qui ?» Madame Beaufort consulta son dossier. « Un certain Monsieur Leroy, entre autres. » Marcel serra les poings. André Leroy, propriétaire du terrain adjacent au sien, s'était plaint à plusieurs reprises du bruit et de l'affluence causée par la présence d'Espoir. « Très bien, » soupira Marcel. « Venez voir par vous-même. » L'inspection fut minutieuse et sans concession. Madame Beaufort mesura l'enclos, examina l'abri, vérifia la qualité du foin et de l'eau. Son visage restait impassible, mais Marcel pouvait voir qu'elle notait plus de points négatifs que positifs. « Monsieur Dupont, » dit-elle finalement, « bien que vos intentions soient louables, cet espace ne répond pas aux normes minimales pour la détention d'un équidé. L'enclos est trop petit, l'abri insuffisamment isolé, et vous ne possédez pas les certifications nécessaires pour... »
Elle fut interrompue par l'arrivée d'Espoir, qui, revenant de sa promenade matinale avec Sophie, s'approcha de la clôture. Le cheval fixa intensément Madame Beaufort, ses yeux sombres, semblant évaluer la situation avec une intelligence troublante. « C'est vraiment lui », murmura-t-elle, son professionnalisme cédant momentanément à la fascination. « Le cheval qui a nagé en pleine mer ?»« Lui-même », confirma Marcel. « Vous comprenez maintenant pourquoi je ne peux pas simplement l'envoyer dans n'importe quel centre équestre ?» Madame Beaufort s'approcha de la clôture, comme hypnotisée par le regard d'Espoir. Le cheval tendit son museau vers elle, et, instinctivement, elle leva la main pour le caresser. Ce qui se passa ensuite, Marcel ne put l'expliquer. Au moment où la main de Madame Beaufort toucha le museau d'Espoir, elle tressaillit comme parcourue par un courant électrique. Ses yeux écarquillèrent, et pendant quelques secondes, elle sembla figée, connectée au cheval par un lien invisible. Puis elle retira sa main, chancelante, et s'appuya contre la clôture pour retrouver son équilibre. « Madame Beaufort, vous allez bien ?» s'inquiéta Marcel. Elle le regarda, les yeux étrangement brillants. « Oui, pardonnez-moi, un étourdissement passager, mais son attitude changea radicalement. Elle ferma son dossier et congédia ses 2 assistants d'un geste. « Nous allons trouver une solution, monsieur Dupont. Ce cheval, il est évident qu'il a besoin d'un environnement spécial. Que voulez-vous dire? Je vais vous accorder une dérogation temporaire, le temps que nous élaborions un cadre adapté à ce cas. » Unique, elle jeta un dernier regard à Espoir. « Je reviendrai la semaine prochaine, seule. » Après son départ, Sophie rejoignit Marcel, intriguée. Que s'est-il passé? Elle avait l'air bizarre. Marcel secoua la tête, perplexe. Je ne sais pas exactement. Elle a touché Espoir, et puis, était comme si elle avait vu quelque chose. Sophie sourit. Il lui a parlé. Parlé? Comment ça? C'est difficile à expliquer, dit Sophie en caressant l'encolure d'Espoir, mais parfois, quand je le touche, je ressens des choses, pas des mots, plutôt des images, des sentiments. Marcel observa la jeune fille et le cheval, leur complicité évidente. Que te montre-t-il? Sophie hésita. La mer, souvent, mais pas comme nous la voyons. C'est comme s'il voyait à travers l'eau. Comme s'il pouvait sentir ce qui s'y trouve. Elle baissa la voix. Et parfois, il me montre d'autres chevaux, beaucoup d'autres chevaux, nageant ensemble dans un endroit que je ne reconnais pas. Un frisson parcourut aile et échine de Marcel. Cette conversation prenait une tournure qui défiait toute rationalité. Et pourtant, après tout ce qu'il avait vu, pouvait-il vraiment écarter ses paroles comme de simples fantaisies d'adolescente? Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Marcel sortit s'asseoir près de l'enclos d'Espoir. La lune pleine baignait le paysage d'une lumière argentée, et la mer murmurait doucement en contrebas. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il au cheval qui l'observait dans la pénombre. Espoir s'approcha et posa son museau contre la main de Marcel. Et soudain, comme une vague déferlante, des images envahirent son esprit. Des images si vives, si réelles, qu'il eut le souffle coupé. Marcel vit des profondeurs océaniques, un monde bleu-vert où la lumière filtrait en rayons dansants. Il se sentait glisser à travers l'eau sans effort, comme s'il était devenu lui-même une créature marine. Puis, l'image changea, une côte rocheuse battue par les vagues, des falaises blanches se détachant contre un ciel d'orage. Un autre changement, des chevaux, des dizaines de chevaux nageant en formation serrée dans une mer déchaînée, leurs têtes fendant les vagues avec une détermination surréelle. Puis une dernière vision, si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Une immense créature sous-marine, à la fois cheval et quelque chose d'autre, avec une crinière ondulant comme des algues et des yeux aussi anciens que l'océan lui-même. Marcel recula violemment, rompant le contact avec Espoir. Il tomba sur le sol, haletant, le cœur battant à tout rompre. « Mon Dieu !» murmura-t-il.
incapable de comprendre ce qu'il venait d'expérimenter. Espoir le regardait calmement, comme s'il attendait que Marcel assimile ce qu'il venait de partager avec lui. L'ancien pêcheur mit plusieurs minutes à retrouver ses esprits. Ce qu'il avait vu défiait toute logique, toute compréhension du monde naturel. Et pourtant, d'une manière étrange et inexplicable, cela lui semblait vrai. Il se releva lentement et tendit à nouveau la main vers Espoir, prêt cette fois à recevoir ce que le cheval voulait lui montrer. Mais l'animal se détourna, comme si la communication était terminée pour ce soir-là. Marcel passa une nuit agitée, peuplée de rêves d'océans sans fin et de créatures mi-chevaux, mi-poissons. Au matin, il se réveilla avec une certitude troublante. Espoir n'était pas ce qu'il semblait être. Il attendit l'arrivée de Sophie avec impatience. Quand la jeune fille se présenta pour s'occuper d'Espoir, Marcel l'invita à s'asseoir sur le petit banc devant sa maison. « Sophie, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Quelque chose à propos d'Espoir. L'adolescente l'observa attentivement, son visage exprimant une maturité au-delà de ses années. « Vous avez vu, n'est-ce pas ? Il vous a montré. » Marcel hocha lentement la tête. « Qu'est-ce qu'il est, Sophie ? Car ce n'est pas un simple cheval, n'est-ce pas ?» Sophie regarda vers l'enclos où Espoir broutait paisiblement. « Je ne sais pas exactement, mais depuis qu'il nous a trouvés en mer, j'ai ces visions. Des images de lieux sous l'océan que je n'ai jamais vus, des chevaux qui nagent comme des dauphins, et parfois une créature, compléta Marcel. Mi-cheval, mi-créature marine. » Sophie acquiesça, soulagée de ne pas être la seule à avoir eu ces visions. Au centre équestre, avant les inondations, il y avait une vieille femme qui venait parfois, Madame Leblanc. Elle racontait des histoires aux enfants, des légendes bretonnes. Elle parlait de créatures appelées kelpai, des esprits aquatiques qui prenaient la forme de chevaux. Marcel fronça les sourcils. Des kelpis, j'en ai entendu parler dans mon enfance, mais ces légendes les décrivaient comme des créatures maléfiques qui attiraient les gens dans l'eau pour les noyer. Pas toutes les versions, corrigea Sophie. Et Madame Leblanc disait qu'il existait aussi des kelpis bienveillants, des gardiens des mers qui protégeaient les marins et sauvaient les naufragés. Elle hésita. Quand Espoir est apparu près de notre bateau retourné, j'ai immédiatement pensé à ces histoires. Marcel contempla cette idée. Une créature mythique, un esprit de l'océan sous forme de cheval. Était absurde, bien sûr. Et pourtant, après tout ce qu'il avait vu, « Admettons que ce soit possible, » dit-il lentement. « Pourquoi resterait-il ici, sur la terre ferme? Pourquoi ne retournerait-il pas à la mer ?» Sophie haussa les épaules. « Peut-être qu'il ne peut pas. Peut-être qu'il est blessé d'une façon que nous ne pouvons pas voir, ou peut-être... » Elle s'interrompit, comme si l'idée qui lui venait était trop étrange pour être formulée. Peut-être quoi? Peut-être qu'il attend quelque chose. Ou quelqu'un. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée de Thomas, accompagné d'un homme que Marcel n'avait jamais vu. Grand, mince, avec une barbe poivre et sel et des yeux d'un bleu profond, l'inconnu dégageait une aura à la fois distinguée et légèrement intimidante. « Marcel, lança Thomas, je te présente le professeur Étienne Moreau. Il est venu spécialement de Paris pour voir Espoir. » Le professeur s'avança, la main tendue. « Monsieur Dupont, c'est un honneur. Je suis océanographe à la Sorbonne, spécialisé dans le comportement des mammifères marins. Quand j'ai entendu parler de votre incroyable sauvetage, j'ai su que je devais venir voir ce phénomène par moi-même. » Marcel serra sa main avec réticence, soudain méfiant. « Comment avez-vous connu Thomas ? » « J'ai contacté plusieurs chercheurs, » expliqua Thomas. « Le professeur Moreau a été le seul à prendre notre histoire au sérieux. » Moreau sourit. « Disons que j'ai l'esprit ouvert et une fascination particulière pour les mystères de l'océan. » Il regarda vers l'enclos. « Puis-je le voir ?» Marcel et Sophie échangèrent un regard inquiet. Quelque chose dans l'enthousiasme du professeur les mettait mal à l'aise.
Mais avant qu'il ne puisse répondre, Espoir lui-même apparut à la clôture, fixant l'étranger avec une intensité troublante. Moreau s'immobilisa. « Extraordinaire », murmura-t-il. « Regardez cette posture, cette conscience. » Il s'approcha lentement d'Espoir, main tendue. À la surprise de Marcel, le cheval recula, ses oreilles plaquées en arrière dans un signe évident de méfiance ou même de peur, un comportement qu'il n'avait jamais montré auparavant. « Il n'a pas l'air de vouloir faire votre connaissance, professeur », observa Marcel, étrangement soulagé par cette réaction. Moreau laissa retomber sa main, un éclair de contrariété traversant son visage avant qu'il ne retrouve son sourire affable. Fascinant. Une sensibilité exceptionnelle aux étrangers. J'aimerais beaucoup l'observer quelques jours, si vous le permettez. Les jours suivants, le professeur Moreau devint une présence constante dans le village. Il était installé à l'auberge locale et passait ses journées à observer Espoir de loin, prenant des notes dans un carnet qu'il gardait jalousement. Il avait installé des caméras autour de l'enclos pour documenter le comportement unique de l'animal, disait-il. Marcel avait accepté à contre-cœur, par respect pour Thomas, qui semblait impressionné par les titres académiques du professeur. Mais la méfiance initiale de Marcel ne faisait que croître. Espoir refusait catégoriquement d'approcher Moreau et son comportement avait changé. Le cheval semblait plus nerveux, sursautant au moindre bruit, passant de longues périodes à fixer l'océan comme s'il envisageait de fuir. Un après-midi, alors que Moreau était retourné à l'auberge pour une conférence téléphonique, Marcel surprit une conversation entre Sophie et Thomas derrière l'abri d'Espoir. « Je n'aime pas la façon dont il regarde Espoir », disait Sophie, la voix tendue. « Comme si C était un spécimen à disséquer. Il est scientifique », défendit Thomas, bien que son ton manquât de conviction. « Il veut juste comprendre. Comprendre pourquoi faire. Tu as vu les appels qu'il reçoit? J'ai entendu des mots comme « capture » et « transport ». Marcel s'approcha, faisant sursauter les adolescents. « Je crois que ta sœur a raison, Thomas. Quelque chose ne colle pas avec ce professeur. » Thomas hésita. « Et j'ai fait des recherches sur lui. Il est vraiment professeur à la Sorbonne. Mais, pressa Marcel, ces recherches récentes sont financées par une société privée, Genèse Marine. Il se spécialise dans la capture et, étude de créatures marines rares pour des aquariums privés. » Sophie pâlit. « Il veut emmener Espoir. » Marcel fronça les sourcils. « Comment sais-tu tout ça ?» Thomas eut l'air embarrassé. « J'ai regardé dans son ordinateur portable hier soir quand il l'a laissé à notre appartement. Il y avait des emails, des plans. « Thomas ?» s'exclama Sophie, mi-choquée, mi-admirative. « Je commençais à avoir des doutes moi aussi, » admit Thomas. « Et j'avais raison, il prévoit de capturer Espoir demain soir. Un camion spécial arrive de Paris. » Marcel sentit une colère froide monter en lui. « Nous ne les laisserons pas faire. Mais comment l'arrêter ?» demanda Sophie. « Il a des papiers officiels, des autorisations. » « Falsifiées, probablement, » intervint Thomas. « J'ai vu les vraies autorisations des services vétérinaires. Elles stipulent clairement qu'Espoir ne peut être déplacé sans votre consentement, Marcel. » À cet instant, un hennissement puissant les fit tous sursauter. Espoir, qui s'était approché sans bruit, semblait agité, frappant le sol de son sabot avant, les oreilles dressées vers la route. « Quelqu'un arrive !» murmura Sophie. Effectivement, quelques secondes plus tard, une camionnette noire aux vitres teintées s'arrêta devant la maison de Marcel. 3 hommes en descendirent, suivis du professeur Moreau qui semblait contrarié. « Je vous avais dit demain soir !» l'entendirent-ils réprimander les hommes. « Eh bien, nous ne sommes pas prêts. Le patron a changé les plans, » répondit l'un des hommes, grand et massif. « Il veut l'animal maintenant. » Marcel fit signe aux adolescents de rester cachés et s'avança pour confronter les intrus. « Je peux vous aider, messieurs »
Moreau se retourna, surpris, puis afficha un sourire forcé. « Ah, monsieur Dupont, permettez-moi de vous présenter mes collègues. Ils sont venus m'aider à effectuer quelques prélèvements sur votre cheval. Sang, crin, ce genre de choses. » « Vraiment ?» Marcel croisa les bras. « Et vous avez besoin d'une cage de transport pour ça ?» Il indiqua l'arrière de la camionnette où une grande cage métallique était visible. Le sourire de Moreau s'effaça. « Écoutez, monsieur Dupont, soyons raisonnables. Cet animal est un spécimen unique qui mérite d'être étudié dans un environnement approprié. Nous avons les autorisations nécessaires. » « Falsifié, lança Marcel, tout comme votre prétendu intérêt académique. Jeunesse marine, c'est bien ça. Des chasseurs de créatures rares pour milliardaires. » Moreau parut déstabilisé un instant, puis son visage se durcit. « Puisque vous êtes si bien informé, vous savez que nous avons les moyens d'obtenir ce que nous voulons, légalement ou non. » Les trois hommes s'avancèrent d'un pas menaçant. C'est alors qu'un bruit assourdissant retentit derrière eux. Espoir, dans un élan de puissance qui semblait impossible pour un cheval ordinaire, fracassa la clôture de son enclos et galopa droit vers la plage. « Attrapez-le » hurla Moreau. Ces hommes se précipitèrent à la poursuite du cheval, mais Espoir était déjà loin, sa silhouette noire se détachant sur le sable clair alors qu'il se dirigeait droit vers l'océan. Marcel, Sophie et Thomas coururent à leur tour, dépassant rapidement les hommes moins agiles. Ils atteignirent la plage juste à temps pour voir Espoir plonger dans les vagues, nageant avec une aisance surnaturelle. « Espoir !» cria Sophie, les larmes aux yeux. « Reviens !» Mais le cheval éloignait déjà, s'enfonçant dans l'immensité bleue. Moreau arriva, haletant. « Idiot !» cracha-t-il à Marcel. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de laisser échapper. Cette créature vaut des millions. Cette créature ne vous a jamais appartenu, répliqua Marcel avec un calme glacial. Et maintenant, elle est libre. Mais alors qu'il prononçait ces mots, une étrange lueur commença à émaner des profondeurs de l'océan, là où Espoir avait disparu. Une lumière bleutée, pulsante, qui s'étendait sous la surface de l'eau comme une constellation sous-marine. La lumière sous-marine s'intensifia, passant d'un bleu pâle à un turquoise éclatant qui illuminait les vagues de l'intérieur. Moreau et ses hommes reculèrent instinctivement, tandis que Marcel, Sophie et Thomas restaient figés de stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Thomas, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Personne n'eut le temps de répondre. L'eau commença à bouillonner à environ 100 mètres du rivage, comme si une force invisible agitait l'océan depuis ses profondeurs. Puis, dans un jaillissement de écume et de lumière, des têtes émergèrent à la surface. « Des chevaux !» souffla Sophie. « Ce sont des chevaux !» En effet, des dizaines de chevaux nageaient maintenant en cercle à l'endroit où Espoir avait disparu. Mais ces chevaux étaient différents. Leur pelage semblait luire d'un éclat intérieur, leurs crinières ondulant comme des algues luminescentes, et leurs yeux, même à cette distance, on pouvait voir qu'ils brillaient comme des phares dans la pénombre croissante du soir. « Les kelpies !» murmura Marcel, se souvenant des légendes évoquées par Sophie. « Ce sont eux !» Moreau sortit frénétiquement son téléphone et commença à filmer. C'est incroyable, une espèce entièrement inconnue. Une colonie de créatures amphibies ressemblant à des équidés. Il se tourna vers ses hommes, surexcité. « Contactez le bateau. Dites-leur de venir immédiatement avec l'équipement de capture. »« Non !» cria Sophie, se précipitant vers lui pour tenter de lui arracher son téléphone. Un des hommes l'intercepta brutalement, la repoussant si fort qu'elle tomba sur le sable. Thomas se jeta sur lui, mais fut rapidement maîtrisé par le deuxième homme. Marcel, malgré ses 67 ans, n'hésita pas une seconde. Il chargea Moreau, le percutant de plein fouet. Les deux hommes tombèrent, luttant pour le contrôle du téléphone. Soudain, un hennissement retentit, si puissant qu'il sembla faire vibrer l'air lui-même.
Tous s'immobilisèrent. Espoir avait réapparu, se tenant fièrement au milieu du cercle formé par les autres chevaux, mais il avait changé. Sa crinière flottait comme animée d'une vie propre, et son corps émettait la même lueur bleutée que les autres créatures. Ses yeux, autrefois d'un noir profond, brillaient maintenant d'un bleu électrique. Et il ne était pas seul. À ses côtés nageait une créature qui n'était plus tout à fait un cheval. Son corps s'allongeait sous l'eau, sa queue se terminant comme celle d'un poisson, ses pattes avant transformées en quelque chose qui ressemblait à des nageoires. « Un kelpie dans sa forme véritable », murmura Sophie, les yeux écarquillés. Moreau profita de la distraction pour repousser Marcel et se relever. « Regardez !» cria-t-il à ses hommes. « C'est la preuve !» Ces créatures peuvent changer de forme. Imaginez la valeur. Il s'interrompit brusquement, car un grondement sourd venait de s'élever de l'océan. Les vagues, jusqu'alors calmes, commencèrent à enfler, s'élevant bien plus haut que la normale. Le ciel, qui avait été clair, s'assombrit en quelques secondes, comme si la nuit tombait prématurément. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un des hommes, la peur évidente dans sa voix. Une vague massive se forma soudain, s'élevant comme un mur d'eau à l'horizon, avançant rapidement vers la plage. Au sommet de cette vague se tenait Espoir, transformé, magnifique et terrible, ses yeux lumineux fixés sur la plage, non sur Moreau. « Courez !» hurla le professeur à ses hommes, lâchant son téléphone pour se précipiter vers la camionnette. Mais la vague avançait trop vite, grossissant à chaque seconde. Elle semblait animée d'une volonté propre, poursuivant les hommes qui fuyaient en panique. « Nous aussi, nous devrions courir », dit Thomas, tirant Marcel par le bras. Mais Sophie secoua la tête. « Non, regardez ». Elle pointait vers Espoir et les autres créatures. Alors que la vague continuait à poursuivre Moreau et ses hommes, une seconde formation se créait dans l'eau, formant un chemin sec jusqu'à l'endroit où se tenaient Marcel, Sophie et Thomas. L'eau se divisait devant eux, comme dans l'histoire biblique de Moïse. « Il nous protège », comprit Marcel. Au loin, la vague rattrapa la camionnette juste comme Moreau tentait d'y monter. Elle s'abattit avec une force terrifiante, engloutissant le véhicule et les hommes. Puis, aussi rapidement qu'elle était apparue, elle se retira, laissant sur la plage une camionnette renversée et 3 hommes trempés, toussant et crachant, mais vivants. La tempête soudaine s'apaisa aussi vite qu'elle s'était levée. Les nuages se dispersèrent, révélant à nouveau le ciel du soir. Les vagues redevinrent normales. Seul demeura le cercle de chevaux kelpies, toujours luminescent, observant la scène depuis l'eau. Espoir s'avança, nageant lentement vers le rivage. Mais il ne reprit pas sa forme entièrement équine. Son corps restait à moitié transformé, révélant sa véritable nature. Il s'arrêta à quelques mètres du rivage, regardant intensément Marcel, Sophie et Thomas. « Il veut nous dire au revoir », murmura Sophie, des larmes coulant sur ses joues. Marcel sentit sa gorge se nouer. Il a trouvé les siens. Thomas acquiesça lentement. Il n'était jamais vraiment destiné à rester, n'est-ce pas? Marcel s'avança dans l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne ses genoux. « Merci », dit-il simplement au kelpie. « Pour tout ?» Espoir s'approcha encore un peu, jusqu'à ce que son museau, toujours celui d'un cheval malgré sa transformation partielle, puisse toucher la main tendue de Marcel. À ce contact, une dernière série d'images traversa l'esprit de l'ancien pêcheur. Des profondeurs océaniques inexplorées, des grottes sous-marines illuminées par une lumière bleutée, des troupeaux de kelpies nageant librement dans les courants profonds. Et puis une dernière vision, Espoir, sous sa forme pleinement aquatique, guidant d'autres créatures marines, protégeant les eaux côtières et les êtres humains qui s'y aventuraient. « Tu es un gardien », murmura Marcel, comprenant enfin. « Tu veilles sur les mers. » Sophie et Thomas s'avancèrent à leur tour dans l'eau. La jeune fille tendit la main et Espoir la toucha délicatement de son museau. « Tu vas me manquer, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais je comprends que tu doives partir. » Thomas, habituellement plus réservé, avait aussi les yeux brillants de larmes.
Merci de nous avoir sauvés. Nous n'oublierons jamais. » Espoir recula lentement, son regard passant une dernière fois sur chacun d'eux, puis, dans un mouvement gracieux, il plongea et rejoignit les autres kelpies. Ensemble, ils formèrent une ligne parfaite, leur corps luminescent créant un chemin de lumière sur l'eau sombre. En quelques instants, ils disparurent sous les vagues, la lumière s'atténuant jusqu'à ce que l'océan reprenne son apparence ordinaire. Sur la plage, Moreau et ses hommes se relevaient péniblement, trempés et humiliés. Leur camionnette gisait sur le côté inutilisable. « C'est fini, professeur », déclara Marcel en revenant sur la plage. « Ils sont partis là où vous ne pourrez jamais les atteindre. » Moreau, malgré son état pitoyable, tentait de maintenir un semblant de dignité. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de laisser partir, Dupont. Une découverte scientifique majeure, des créatures mythologiques vivantes, et elles le resteront, » intervint une nouvelle voix. Tous se tournèrent pour voir Madame Beaufort des services vétérinaires, accompagnée de plusieurs gendarmes. À ses côtés se tenait également une femme âgée que Sophie reconnut immédiatement. « Madame Leblanc !» s'exclama-t-elle. « Vous êtes vivante !» La vieille dame sourit, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. « Les inondations n'ont pas eu raison de moi, ma petite, et il semble que j'arrive juste à temps pour la fin de cette histoire. » Madame Beaufort s'avança vers Moreau. « Étienne Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents officiels, tentative de vol d'animal protégé et divers autres chefs d'accusation que nos avocats prendront plaisir à détailler. »« Protégé ? De quoi parlez-vous » balbutia Moreau, tandis que les gendarmes lui passaient les menottes. « Le cheval connu sous le nom d'Espoir a été déclaré espèce protégée par décret spécial ce matin même, » expliqua Madame Beaufort avec une satisfaction évidente. « Une procédure d'urgence, voyez-vous, signée par le ministre en personne. Mais il est parti, » protesta Moreau, « et ce n'était même pas un vrai cheval. Vous l'avez vu comme moi, C était une créature. » « Une créature ? Une créature de votre imagination, manifestement, » conclut froidement Madame Beaufort. « Emmenez-le. » Alors que les gendarmes escortaient Moreau et ses hommes, Madame Leblanc s'approcha de Marcel, Sophie et Thomas. « Alors, vous les avez vus, » dit-elle doucement. « Les kelpies, ce N n'était pas une question, mais une affirmation. »« Vous saviez ?» répondit Marcel. « Vous saviez qu'ils existaient réellement. » La vieille dame hocha la tête, son regard se perdant vers l'horizon marin. « Ma grand-mère a été sauvée par l'un d'eux lors d'une tempête, il y a presque un siècle. Depuis, notre famille veille sur leurs secrets. » Elle sourit à Sophie. « C'est pourquoi je racontais ces histoires au centre équestre. J'espérais que quelqu'un avec le cœur assez pur pourrait voir au-delà des apparences. Mais pourquoi Espoir est-il venu sur Terre ? Demanda Thomas. Pourquoi prendre la forme d'un cheval dans un centre équestre ? Les kelpies sont curieux par nature, expliqua Madame Leblanc. Ils s'aventurent parfois parmi nous pour observer, apprendre. Celui que vous appeliez Espoir devait être jeune, imprudent. Quand les inondations ont frappé, il a été emporté loin de l'océan, peut-être blessé. Il a dû se trouver incapable de reprendre sa forme marine pendant un temps. « Jusqu'à aujourd'hui, » murmura Sophie. « Jusqu'à aujourd'hui, » confirma la vieille dame. Quand le danger est devenu trop grand, sa véritable nature a repris le dessus. Madame Beaufort, qui avait écouté cette conversation en silence, s'éclaircit la gorge. « Je devrais vous signaler pour avoir inventé de telles histoires. Des chevaux marins mythologiques, vraiment. » Mais son sourire démentait ses paroles sévères. « Heureusement, mon rapport officiel mentionnera simplement un cheval ordinaire qui s'est enfui à la mer après avoir été menacé par des braconniers. »« Et les témoins ?» demanda Marcel, désignant les quelques villageois qui, étaient rassemblés à distance, attirés par le tumulte. « Les témoins ?»
Madame Beaufort haussa les épaules. Qui croirait une histoire de chevaux lumineux nageant dans l'océan? Ce serait classé comme une hallucination collective ou un canular. Le temps passa, comme il le fait toujours. 1 an après ces événements extraordinaires, la vie à Saint-Jean-de-Luz avait retrouvé son rythme tranquille. La famille Mercier S était définitivement installée dans le village. Philippe travaillait toujours à la mairie et Marie avait été titularisée à école locale. Thomas préparait son baccalauréat, envisageant des études d'océanographie. Sophie, qui avait maintenant 15 ans, passait toujours beaucoup de temps chez Marcel. Ensemble, ils avaient transformé le terrain où Espoir avait vécu en un petit jardin luxuriant, plein de fleurs sauvages. Au centre, une simple statue de pierre représentant un cheval regardant vers la mer. Ce soir-là, assis sur le banc face à l'océan, Marcel et Sophie observaient le soleil se coucher sur l'horizon. « Crois-tu qu'il reviendra un jour ?» demanda la jeune fille, comme elle le faisait souvent. Marcel sourit, sentant la brise marine sur son visage. « Peut-être pas comme nous l'avons connu. Mais je pense qu'il est toujours là, quelque part dans les profondeurs. » Sophie hocha la tête, son regard perdu vers l'immensité bleue. « Tu sais, j'ai rêvé de lui la nuit dernière. Il nageait avec d'autres kelpies. Il semblait heureux. » Marcel posa une main affectueuse sur l'épaule de la jeune fille. Ces rêves étaient fréquents chez Sophie, si vivides qu'ils ressemblaient plus à des visions qu'à de simples songes. Comme si un lien persistait entre elle et Espoir, malgré la distance. « Marcel, » dit soudain Sophie, se redressant, « regarde. » À environ 200 mètres du rivage, une lueur bleutée venait d'apparaître sous la surface de l'eau. Elle n'était visible qu'un instant, comme un éclair sous-marin avant de disparaître. « Tu as vu ?» insista Sophie, ses yeux brillants d'excitation. Marcel sourit, sentant une chaleur familière envahir sa poitrine. « Oui, j'ai vu. » Ils restèrent assis en silence, observant l'océan qui s'assombrissait avec le crépuscule. Peut-être n'y aurait-il plus d'autres signes ce soir, peut-être était-ce simplement un reflet du soleil couchant sur l'eau, ou peut-être était-ce un rappel, un message silencieux venu des profondeurs. Un message qui disait « Je suis toujours là, veillant sur vous, comme vous avez veillé sur moi ». Et pour Marcel, ce vieil homme qui avait passé sa vie à chercher dans l'océan un refuge contre les peines de la terre ferme, était suffisant, plus que suffisant. Était un cadeau précieux, la confirmation que le monde contenait encore des mystères et des merveilles, des créatures de légende qui nageaient dans les profondeurs, protégeant les mers et parfois, juste parfois, touchant la vie des humains assez chanceux pour croiser leur chemin.